Bonjour et bienvenue dans la vidéo support du TD M1 Recherche en didactique, prise de données vidéo. Je suis Jean-Noël Blocher, responsable du service Recherche et Relations internationales de l'INSPE de Bretagne et par ailleurs docteur en sciences de l'éducation et de la formation. Si j'ai opté pour la réalisation d'une vidéo en lieu et place d'un temps d'échange à distance, c'est avant tout pour vous laisser la possibilité de revenir sur ce média à tête reposée, après avoir réfléchi à la manière dont la vidéo peut venir irriguer votre objet de recherche. En effet, la vidéo comme donnée de recherche offre un certain nombre d'avantages dont je vais essayer de présenter la teneur, mais doit également être rapportée au système de contraintes dans lequel son usage s'inscrit. Ceci m'amène à vous présenter le plan de mon intervention. Puisque le recours à une vidéo le permet, ce plan servira également à chapitrer le contenu de ce TD. Cela vous permettra de faire l'économie d'un visionnage intégral si vous pensez ne pas avoir besoin de telle ou telle section, ou bien simplement de cibler un passage précis qui requiert un nouveau visionnage. J'en arrive donc au plan de mon intervention. En premier lieu, je m'attacherai à décrire brièvement qui je suis. Non pas que ça soit particulièrement intéressant en soi, mais parce que mon profil explique certains partis pris méthodologiques, épistémologiques et théoriques autour des usages de la vidéo en recherche. Ce premier temps sera donc celui de l'ancrage théorique sur lequel repose l'usage de la vidéo à des fins de recherche tel que je le décrirai aujourd'hui. Je conclurai ce premier temps par une première pause réflexive où vous serez amené à formaliser votre intérêt pour la vidéo comme donnée de recherche, à travers quelques questions simples auxquelles vous serez invité à répondre. Dans un second temps, je m'attacherai à définir un cadre technique lié à la réalisation d'un corpus de données vidéo. J'y aborderai notamment la question matérielle, la notion du cadrage et plus spécifiquement celle du dispositif de captation. J'inviterai alors celles et ceux qui ont une idée précise de leur objet de recherche et qui souhaitent utiliser le film de classe comme donnée de recherche à mettre la vidéo en pause, à sortir leur feutre pour un petit exercice d'esquisse. Dans un troisième temps de mon intervention, je traiterai de la question éthique et juridique liée à la constitution d'un recueil basé sur les données filmiques. Ce temps essentiel nous conduira également à parler de l'archivage de vos données et de leur indexation. Pour conclure, j'inviterai celles et ceux qui le souhaitent à convenir d'un rendez-vous pour discuter ensemble de votre dispositif de captation ou de la manière d'utiliser votre corpus vidéo à des fins de recherche. Le premier temps de mon intervention consiste donc à me présenter afin d'ancrer mon propos selon un point de vue particulier. Comme je l'ai mentionné brièvement en introduction, je suis responsable du service Recherche et Relations internationales à l'INSPE de Bretagne en qualité d'ingénieur d'études. Mon rapport avec l'objet vidéo a donc d'abord été d'ordre technique, avant de devenir un objet d'étude à part entière. Fin 2018, j'ai soutenu un doctorat sous la direction de Gérard Sansevy et Dominique Forest. Ce travail a consisté à donner à voir et à comprendre la transmission du savoir en situation d'enseignement-apprentissage à travers la construction de systèmes multimédia de représentation. Parmi les données qui composent ces systèmes hybrides texte, image, son, figure en place de choix ce que Gérard Sansevy nomme le film d'étude. Quel que soit l'ancrage théorique de vos travaux, il me semble impératif que vous lisiez le chapitre 6 de l'ouvrage que Gérard Sansevy a écrit en 2011 et qui s'intitule « Le sens du savoir, élément pour une théorie de l'action conjointe en didactique ». Ce chapitre 6, qui a la particularité d'exister en ligne et en texte intégral, s'intitule quant à lui « Comprendre l'action didactique, méthode et jeu d'échelle ». Pour l'anecdote, c'est en réponse à ce chapitre et plus particulièrement à la note de bas de page numéro 43 de la page 248 que ma thèse a été commise. Mais au-delà de l'anecdote, cela me permet de vous préciser que j'ancre mes propos dans une perspective générale d'instrumentation des sciences humaines. Dans cette optique, je considère le film comme un instrument au sens entendu par Bachelard, instrument issu d'une dynamique de production et d'écriture de phénomènes. Pour le dire autrement, je considère le film d'étude comme on considère l'accélérateur à particules, dans la théorie atomique par exemple. Le film d'étude est l'instrument qui révèle les phénomènes d'enseignement-apprentissage présents dans les situations qu'il donne à voir.
Pour constituer ce film d'étude, le recours à la prise de données vidéo apparaît comme la palissade. Dans les faits, considérer que l'on construit potentiellement un instrument plus vaste dès le recueil de données, dit primaire, peut s'avérer déterminant. Quand je parle d'instrument plus vaste, c'est que je considère que la vidéo n'est qu'une trace privilégiée dans la recherche de documentation des pratiques à laquelle se livre le chercheur lorsqu'il étudie un objet. Cette trace prend place dans ce que Sansevi nomme en 1999 dans sa note de synthèse en vue d'une habilitation à diriger les recherches, une constellation déterminée, c'est-à-dire un faisceau organisé de traces et d'indices donnant à voir et à comprendre une situation donnée. Le film d'étude est une forme particulière de constellation déterminée où la vidéo occupe une place centrale. Mais d'autres éléments viennent enrichir cette constellation, par exemple des enregistrements sonores, des écrits d'élèves, des témoignages de professeurs, de chercheurs, etc., etc. Autant de traces et d'indices qui viennent nourrir le film d'étude en constituant ce que Carlo Ginzburg qualifierait de paradigme indiciaire. Si je mentionne ces éléments, bien qu'ils ne constituent pas par nature une donnée vidéo à proprement parler, c'est qu'ils peuvent toutefois être amenés à être agencés au sein d'un système dialogique où chaque donnée vient augmenter la compréhension générale de la situation considérée. Cet espace de dialogue entre les données, agencées les unes avec les autres, nous l'appelons un espace d'annotation réciproque. Dans cette illustration, extraite de l'ouvrage de Sansevi cité précédemment, le texte annote l'image, c'est-à-dire qu'il la renseigne, il en élucide une partie. Réciproquement, le texte se voit lui aussi annoté par l'image, de sorte que ce va-et-vient d'annotation permet in fine de mieux comprendre la situation qui n'aurait été donnée à voir qu'avec seulement l'un ou l'autre des deux constituants. Ces considérations d'ordre plutôt théorique étant faites, je vous invite à visionner quelques éléments issus de ma thèse en ligne, thèse accessible à cette adresse. J'en viens à la conclusion de ce premier temps. Je vous invite à répondre, pour vous, aux questions suivantes. Quelle place prend ou pourrait prendre la vidéo dans mon recueil de données? Et pourquoi? Quelle plus-value par rapport à une donnée d'une autre nature? Deuxième question, quels pourraient être les autres éléments qui viendraient alimenter ma constellation déterminée de données? Et enfin, troisième question, comment pourrais-je recueillir ces éléments? Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à prendre 15 à 20 minutes pour répondre à ces questions. Pour traiter des aspects matériels liés à la prise de données vidéo, je me contenterai de mentionner l'offre à laquelle vous pouvez prétendre en tant qu'étudiant en master recherche en didactique. Cette offre couvre une gamme de besoins qui répond vraisemblablement à la majorité des cas de figure. Il existe bien sûr une gamme beaucoup plus complète et des solutions encore plus professionnelles sur lesquelles je ne m'étendrai pas dans la mesure où nous ne possédons pas ces matériels concernés. Je vous conseille de visiter le site Corvis qui donne un aperçu assez clair des équipements et logiciels existants il y a quelques années, 2010 pour être précis. Si le site ne prend pas en compte des solutions plus récentes, il pose toutefois les bases pratiques d'un ensemble d'éléments à caractère technique et donne des informations générales qui, même quand elles sont obsolètes, ont le mérite de positionner les usages de la vidéo à des fins de recherche, en sciences de l'homme, comme étant bien plus répandus qu'on ne pourrait le penser. Au sein de l'INSPE de Bretagne, il existe deux espaces d'empreintes matérielles qui vous sont dédiés. Premier espace, le service multimédia du site de Rennes et son technicien, Arwen, dont l'adresse s'affiche ici. Arwen pourra vous mettre à disposition du matériel tel que des caméscopes haute définition, des dictaphones ou bien encore des trépieds. Notez que le matériel étant prêt pour une courte durée et certains recueils longitudinaux pourraient s'en voir contrariés. Deuxième espace, le service recherche et relations internationales. C'est un des services centraux de l'INSPE de Bretagne et cela signifie tout simplement qu'il a vocation à rayonner sur le plan académique, malgré une implantation sur le site de Rennes. Ce service est composé de plusieurs agents et le plus simple est de le contacter via cette adresse générique.
En plus du même type de matériel qu'évoqué précédemment, le service met à disposition des caméras compactes type GoPro ou Osmo Pocket. Le service propose également des solutions de captation sonore plus élaborées que les micros incorporés des caméras. Par exemple des micro-cravates, des micros de surface ou encore des micros directionnels. La durée des prêts peut excéder 1 mois et le service propose par ailleurs une assistance et un lieu de conseil à toutes les étapes de l'usage de la vidéo à des fins de recherche. Si les aspects matériels constituent un des éléments essentiels de la prise de données vidéo, il n'en demeure pas moins essentiel de penser le dispositif technique que vous allez être amené à déployer sur le terrain. Il vous appartiendra de juger de la pertinence de déployer par exemple plus de 2 caméras lorsque vous filmez seul. Tout comme il sera nécessaire que vous pensiez aux acteurs dont la prise de vue et de son est à privilégier compte tenu des spécificités de votre objet d'étude. Dans un chapitre de l'ouvrage de Laurent Veillard et André Tiberghien, accessible en ligne et en texte intégral à l'adresse qui s'affiche ici, Laurent Veillard donne quelques exemples de dispositifs d'enregistrement. Ces dispositifs sont schématiques et s'entendent dans des contextes relativement standardisés. Ils constituent néanmoins une base de référence à partir de laquelle vous pourrez créer votre propre dispositif qui prendra en compte les spécificités de votre terrain. Cela m'amène à la clôture de ce second temps et comme pour la précédente phase, je vous invite à une petite pause réflexive. Cette fois-ci, je vous propose de sortir vos feutres et de concevoir un schéma qui donne à voir le dispositif que vous envisagez ou que vous avez mis en œuvre. Si vous avez répondu aux premières questions, n'hésitez pas à ajouter les sources de données correspondantes. Un dictaphone, une affiche en classe, des écrits d'élèves, etc. Là encore, je vous invite à mettre la vidéo en pause durant 15 à 20 minutes. Si vous le souhaitez, vous pourrez m'envoyer les schémas que vous aurez réalisés pour qu'ils servent de support à une entrevue individualisée à laquelle nous ferons référence en fin d'intervention. Dans cette phase de mon intervention, je mentionne là encore des éléments incontournables à considérer lorsque vous souhaitez opérer un recueil basé sur la vidéo. Il s'agit des aspects éthiques et juridiques liés à la réglementation relativement récente connue sous l'acronyme RGPD, c'est-à-dire le Règlement général relatif à la protection des données. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 août 1978 et au Règlement général relatif à la protection des données, entré en vigueur le 25 mai 2018, toute personne dont l'image a été recueillie dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données liées à la fixation de cette image. De ce fait, ces obligations légales renvoient à la nécessité de recueillir l'accord de toutes les personnes susceptibles d'apparaître sur les images prélevées. Sachez qu'un groupe de travail a récemment été réactivé au sein de l'INSPE de Bretagne et que ce groupe doit notamment réviser les modèles d'autorisation de captation conformément à la législation en vigueur. Dans l'attente d'une attestation produite spécifiquement au sein de l'Institut, je vous recommande de consulter le site du réseau VISA à l'adresse qui s'affiche ici. Ce réseau dispose d'un espace de ressources juridiques et éthiques et propose un focus sur les données recueillies à des fins de recherche. Ce réseau propose par ailleurs une base de données qui assure un accès et une possibilité de modification pérenne aux personnes dont l'image a été recueillie. Seul bémol, les travaux des Master 1 font rarement l'objet d'une autorisation de dépôt sur cette base de données. Si cette option vous intéresse cependant, il conviendra de contacter votre directeur de mémoire afin de s'assurer qu'il peut se porter garant d'une demande à remonter au conseil scientifique du réseau VISA. J'en reviens à la liste des obligations découlant de l'application du RGPD. Outre la nécessité exprimée précédemment, il conviendra également de garantir un accès pérenne aux données, de garantir la possibilité d'intervenir sur les données pour respecter le droit de modification et d'actification, et enfin, d'assurer la conformité des usages des données lorsque celles-ci sont diffusées, en imposant par exemple une licence Creative Commons garantissant le respect de ces usages.
Avant de terminer cette section de mon intervention, je dis un mot de la phase du recueil qui consiste à organiser, indexer son corpus de données. Il s'agit simplement d'adopter une forme d'hygiène d'organisation et de nommage des fichiers qui permet de savoir précisément ce que l'on consulte lorsqu'on visionne un film de classe, par exemple. Voici une proposition que chacun pourra décliner selon sa propre logique ou selon les spécificités de son corpus. En guise de conclusion et sans plus des détours que ce que j'annonçais en introduction, j'invite celles et ceux qui souhaitent échanger sur la question des usages de la vidéo à des fins de recherche à me faire part de leur projet au moyen d'un courriel, par exemple, à mon adresse professionnelle. Nous pourrons, le cas échéant, prolonger cet échange au moyen d'un entretien individualisé avec moi ou un membre de mon équipe. Je vous remercie.